Les Grecs nous paraissent familiers et dans notre culture occidentale, on a toujours l'impression qu'ils sont là derrière nous, comme au commencement de l'histoire, de proches ancêtres. En réalité, ils sont, je crois, assez différents de nous et c'est intéressant de les regarder de cette manière-là, en essayant plutôt de creuser la distance et de voir comment les choses se passent du côté des anciens Grecs. En particulier dans les pratiques alimentaires et autour du banquet, il y a entre les Grecs et nous des différences importantes et intéressantes. En particulier à propos de la boisson, du symposion et du banquet. Donc, les Grecs distinguent deux temps. L'un qui est celui de la nourriture proprement dite, de la viande, des nourritures solides, disons, qui en général suivent un sacrifice. Les animaux sont toujours consacrés aux dieux avant d'être consommés. Et ça, c'est la partie proprement alimentaire, Daïs, le banquet grec donc. En général, et le plus souvent, cette première partie est suivie de ce que les Grecs appellent donc le symposion, le moment où l'on boit ensemble. La préposition est importante. L'idée de sun, d'être ensemble, est une des dimensions symboliques et culturelles fondamentales de ce que je vais continuer à appeler le banquet grec, mais qui est cette partie entre buveurs. Le symposion, l'idée de collectivité qui va avec, entraîne à des conséquences à la fois dans l'espace et dans la pratique même, dans la technique même de la consommation du vin. Dans l'espace, d'une part, parce que on est réunis dans une pièce à peu près carrée, de dimensions relativement modestes. Les buveurs, pour le symposion, sont entre 12, 15. Ce ne sont pas des grands groupes comme dans certaines banquets publics des cités. Ce sont des groupes relativement restreints, des groupes uniquement masculins. Les femmes n'apparaissent dans le symposion que comme des musiciennes, des danseuses, des compagnes, et d'une certaine façon, un peu de manière instrumentale, elles ont un rôle tout à fait secondaire, et c'est comme ça que fonctionne la culture grecque. Donc là aussi, il y a des différences considérables. Et cette assemblée d'hommes, dans la salle du symposion, elle est réunie sur des lits de banquet, sur des couches, des klinaï, des lits qui sont juxtaposés et collés contre les murs de la pièce. Ce qui fait que l'espace est réparti avec, disons, les meubles sont sur les bords, contre les parois, et il y a un espace vide au milieu des buveurs, un espace central, qui organise une espèce à la fois d'égalité entre tous les buveurs qui sont côte à côte allongés sur des lits, et en même temps qui sont tous vis-à-vis les uns des autres. Tout le monde voit tout le monde, il n'y a rien qui se passe dans leur dos. Il n'y a pas de serviteur qui circule derrière. Tout le monde, à chaque moment du symposion, est vis-à-vis des autres. Et cette culture du vis-à-vis est aussi importante dans le monde grec. On connaît les autres par leur visage, par leur apparence. Il y a donc une dimension à la fois d'égalité et de dialogue, d'échange dans l'organisation spatiale du symposion. Et puis, il y a aussi une dimension de partage et de mélange dans la technique même de la boisson grecque. Les Grecs ont un vin qui est le produit de récolte tardive, probablement avec un degré d'alcool élevé, et qui donc, en tout cas pour les Grecs, demande à être dilué. Les Grecs ne boivent pas le vin pur, ils mélangent le vin avec de l'eau, et ce qui est pour nous un peu choquant, mettre de l'eau dans du Bordeaux, ça paraît un sacrilège. Pour les Grecs, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire boire du vin pur, c'est se comporter comme un barbare, et c'est courir le risque de sombrer même dans la folie. Le vin pur, pour les Grecs, est considéré comme ce qu'ils appellent un pharmakon, le mot qu'on retrouve dans la pharmacie, qui est à la fois un poison et un remède. C'est-à-dire une chose qui a des effets, une espèce de drogue, si vous voulez, qui a des effets positifs ou négatifs selon la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire que si vous le buvez pur, vous risquez de sombrer dans la folie. Le vin rend fou, peut rendre fou, mais en même temps, si vous le diluez, c'est un bienfait, c'est un don de Dionysos, on va y revenir. Et donc, tout est dans la proportion, dans l'équilibre, dans la manière de trouver le bon mélange. Cette règle-là de mélanger et de partager, elle organise tout le jeu du symposion. C'est-à-dire qu'au début d'un banquet, on va décider entre amis, entre égaux, à la fois
de la proportion. On va mettre par exemple 2 parts de vin pour 3 parts d'eau, c'est en général la proportion qui est recommandée, mais on peut décider de faire plus serré ou plus dilué. Et puis on décide également du nombre de cratères que l'on va consommer. C'est-à-dire le cratère, c'est le grand vase à mélanger, qui contient entre 10-20 litres et qu'on va vider progressivement. En général, mais là encore, ça n'est qu'une moyenne, il semble qu'en une soirée, on boive 3 cratères. Donc c'est déjà une bonne proportion, mais on peut décider d'aller plus loin, d'en boire davantage, et certains poèmes comiques nous rappellent que le premier cratère c'est celui de l'amitié, le second c'est celui de la gaieté, le troisième c'est celui de Dionysos, et puis qu'au-delà on commence à sombrer dans le délire et puis dans la folie. Donc il y a tout un jeu d'exploration qui va du plus fort au plus dilué, de la quantité la plus minimale à la plus importante, et qu'on explore comme ça d'une certaine façon ce poison, cette drogue sociale qu'est le vin pour les Grecs, et qui peut être utilisé donc de manière plus ou moins délirante ou plus ou moins excessive. Et alors, cette pratique-là, elle a des conséquences techniques, c'est-à-dire que les Grecs ignorent les bouteilles, les bouchons, les tire-bouchons, mais en revanche, ils ont, eux, d'abord des jarres, qui sont les pitoi, pas de tonneaux en bois, mais des jarres en terre cuite, que de ces jarres on tire des amphores de vin, et que le mélange donc se fait dans ce que j'ai dit tout à l'heure, le cratère. C'est-à-dire un vase à grande ouverture, à grande contenance. En général, ces objets-là sont en terre cuite, ils peuvent être même en bronze. Le cratère de Vix au musée de Châtillon est un des plus beaux exemples de cratère en bronze, mais souvent, ceux que nous connaissons sont en terre cuite. Donc, le cratère, il y en a un par salle de banquet. C'est le vase collectif, le point de départ. On le remplit avec des vases à vin, les amphores, des vases à eau, les hydries, on mélange, et puis on va puiser avec des cruches, des énochoé, des verse-vins, des cruches, et chacun a son propre vase, une coupe, et il y en a de toutes sortes, mais dans la typologie, si vous voulez, on a affaire à la fois à un vase collectif, à grande ouverture, un vase pour distribuer, et puis chacun son vase individuel. Cette vaisselle-là, elle peut être aussi bien en terre cuite, dans les cas les plus courants, que en métal, en bronze, et même en métaux précieux, en argent et parfois en or. Donc il y a là aussi des possibilités dans le luxe qui vont du plus modeste au plus éblouissant. Et ce qui est intéressant pour les archéologues, c'est les traces matérielles qui restent pour nous, ce sont ces vases. Tous ces vases en terre cuite que les peintres ont décorés avec un certain nombre d'images sur lesquelles on va revenir, remplissent nos musées, on les voit dans nos vitrines, dans les étagères, comme ça empilés de manière un peu inerte. Il faut les repenser dans leur dynamique entre les mains des buveurs, avec des esclaves qui circulent et qui distribuent donc tout ce vin aux buveurs. Et ce qui organise le symposium, donc ce moment de la boisson collective, est construit à partir de données matérielles très concrètes, un espace particulier, des objets spécifiques, mais que cet espace et ces objets ont aussi des valeurs symboliques. C'est pas un hasard si on est à égalité entre buveurs, et c'est à l'intérieur du symposium, on va le voir, que se développe aussi l'échange politique, la discussion civique, mais aussi bien morale et philosophique, je vais y revenir. Et puis les vases, qui sont un phénomène technique au point de départ, ils ont aussi des valeurs symboliques. Et le cratère, par exemple, il est autant que l'autel sur lequel on sacrifie, dans la pièce du symposium, le lieu du partage et de l'échange. Et c'est à travers la matérialité du vin, à travers l'échange, le mélange, que toutes ces pratiques techniques ont des valeurs métaphoriques. Le partage, il est aussi dans l'échange de la parole. Le mélange, il se produit précisément dans cette association de buveurs qui, entre eux, vont discuter et mélanger. Alors, une des conséquences de cette pratique, donc à partir des vases, pour nous modernes et les archéologues, c'est qu'on a une quantité considérable de céramique grecque qui est décorée d'images et qui constitue pour nous un répertoire tout à fait extraordinaire de représentations figurées de toutes sortes. Sur les vases, il n'y a pas uniquement des représentations du symposium ou des buveurs. Mais pour le propos d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment
le symposion est lui-même représenté sur ces vases. Ça arrive assez fréquemment. Il y a quantité d'exemples, mais sur une coupe qui est au Louvre, on voit par exemple à l'intérieur, au médaillon de la coupe, un jeune homme qui s'approche d'un cratère sur la gauche de l'image et qui est en train de puiser dans ce cratère avec l'énokoé que je décrivais, donc la cruche, et en même temps il tient de l'autre main une coupe qui est destinée à l'un des buveurs. Le cratère est lui-même couronné avec cette espèce de jeu d'esthétisation, d'ornementation. Les buveurs portent des couronnes et le vase central est lui-même traité comme un partenaire de ce banquet. Alors, sur ces images de vase, quand on voit le banquet, on voit quantité de choses différentes, il y a beaucoup de variations. Les peintres ne répètent jamais exactement la même image. Ce n'est pas du tout une production monotone et répétitive. À chaque fois, il y a toute une série de petits détails ajoutés, des variations. Par exemple, sur un cratère corinthien qui est également au Louvre, donc plus ancien, des années 560, on voit très clairement sur les flancs du cratère, cette fois, une série de lits, comme je viens de les décrire, avec sur ces lits des buveurs allongés, côte à côte, à égalité. Il n'y en a pas un qui soit plus important que les autres. Et entre ces buveurs, dans le champ de l'image, accrochés comme si c'était sur les murs, on voit des armes qui qualifient ces personnages comme des guerriers, des citoyens, des hoplites, les guerriers qui sont les défenseurs de la cité. Et le point est intéressant parce que cette image qui est très minimale, il n'y a aucun décor, il n'y a aucun élément de l'architecture domestique, on ne sait pas bien où on est. Le fond de l'image est tout à fait lisse. On a comme ça côte à côte des buveurs, des armes qui sont des indications très minimales de leur statut de citoyen. Donc on est entre hommes, comme je le disais, et l'image fonctionne un peu comme un reflet, un miroir de cette pratique sociale, puisque si le cratère est imaginé à sa place dans la salle de banquet, on a les buveurs autour qui voient leur propre image sur le vase, donc corinthien en l'occurrence, qui reflète, un peu comme un miroir, leur propre image. Mais ce reflet, c'est un reflet qui est travaillé par les peintres et qui est d'une certaine façon idéalisé, ou en tout cas débarrassé de toutes les scories du réel et du concret. L'image sur les vases, elle est pas simplement la reproduction de la réalité, mais un travail sur le réel qui en donne à la fois une réflexion et une modélisation, si l'on peut dire. C'est-à-dire que ces images-là, elles sont, dans certains cas, le modèle idéal de voilà ce que devrait être ou de ce que doit être le banquet. Donc dans cette exploration dont je parlais, où on va de la soulographie la plus violente à la modération la plus digne, les images jouent aussi là-dessus. Donc elles ne reproduisent pas, c'est pas de la photo, c'est pas du cinéma, mais même le cinéma travaille le réel, bien sûr. En tout cas, les images des peintres, elles construisent, elles donnent à voir une réalité qui est en quelque sorte exemplaire, en l'occurrence. Dans d'autres cas, au contraire, on tombe dans des images beaucoup plus fantaisistes, beaucoup plus mythiques. En particulier, toute une série de ces images renvoie à l'univers de Dionysos, et donc le monde des satyres, de ces personnages à moitié hommes et à moitié animaux, qui dansent et qui s'agitent autour du dieu, et qui eux alors ne mélangent rien et se comportent de manière tout à fait bestiale. Mais dans le répertoire donc céramique, dans la série des vases, on a des choix, des constructions. Et sur la coupe que l'on a regardée tout à l'heure, donc on voyait ce petit jeune homme qui venait puiser au cratère, dans ce médaillon qui est comme un hublot, qui est une espèce de découpe à l'intérieur de l'ensemble de toutes les pratiques que je viens de décrire, le choix du peintre se porte en somme sur les objets techniques du symposion, le cratère, l'énokoé et la coupe. Mais ce choix, il implique l'ensemble des pratiques qui vont avec, c'est-à-dire à la fois la convivialité, le partage, la distribution. Et l'image se contente d'éléments qui, chacun, évoque à lui seul l'ensemble de tout ce qui est implicite dans la pratique grecque. Alors pour nous archéologues, ces images-là, elles sont parfois un peu énigmatiques, on aimerait en voir plus, on aimerait en savoir plus, mais pour les Grecs, dans leur propre culture et de leur propre point de vue, il est clair que ces images suffisent à dire en très peu de signes
tout ce qui va avec le symposion et tout ce que je viens d'essayer d'expliquer, aussi bien à la fois le vin, mais derrière le vin, un ensemble de pratiques qui sont toutes mises sous la bannière de Dionysos. Et donc, on a dans l'imagerie grecque une espèce de double registre, une exploration du réel par l'image, en même temps une construction d'un monde mythique et imaginaire qui va dans la direction des puissances divines qui patronnent le symposion, donc dans la direction de Dionysos, des satyres, des Ménades, de tout cet univers imaginaire. Et puis, alors, tout un autre pan du répertoire, qui est que sur ces images de vases, on a quantité d'autres thèmes, de la mythologie, qui renvoient à l'épopée, toute une série de thèmes que les buveurs ne sont pas obligés de regarder avec l'attention que nous portons aujourd'hui à ces images quand on essaie de comprendre ce qui se passait. Il faut penser à ces vases un peu comme les assiettes des services de vaisselle du 19e siècle, où vous savez, il y a des femmes de La Fontaine, ou des séries de chansons, ou des vues, des paysages. Et quand on se met à table, devant son assiette, on peut regarder ou ne pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette avant d'être servi. Et on peut plaisanter, évoquer tel site, ou se dire « Ah oui, tiens, je me souviens de tel endroit », ou bien se contenter de manger. Et d'une certaine façon, les images des vases fonctionnent un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition du buveur. On peut les regarder, mais on n'est pas obligé de les regarder. Mais si on les regarde, elles ouvrent comme des fenêtres dans un monde soit en miroir réflexif, soit vers l'imaginaire poétique grec, et elles permettent alors d'entrer dans toute une série de jeux, à la fois vase par vase et d'un vase à l'autre. Tout à l'heure, j'évoquais ce cratère avec les buveurs. Donc, les buveurs sont là, ils le regardent ou n'y prêtent pas attention. S'ils le voient, ils peuvent se comparer à cette image modèle en disant on est comme eux, ou bien au contraire, aujourd'hui, on est tout à fait différents. Ils peuvent aussi combiner d'un vase à l'autre, et on voit alors se développer toute une géométrie variable, toute une série d'images qui peuvent, ou non, être prises en compte par les buveurs, relayer d'autres formes d'échange, c'est-à-dire que s'ils sont en train de discuter, ils peuvent évoquer telle ou telle image et l'intégrer à leur discours, ou au contraire les négliger totalement. Je pense par exemple au fameux banquet de Platon, donc le symposion. Dans le banquet de Platon, on voit fonctionner toutes ces règles. On voit par exemple au début du banquet que un des buveurs dit « Bon, aujourd'hui, on va renvoyer la musicienne, ces femmes dont je disais qu'elles étaient accessoires, on va la renvoyer parce que on va parler sérieusement et on a déjà beaucoup bu hier, donc on va y aller doucement aujourd'hui. » Donc ce contrôle-là, il s'exerce, et puis c'est ouvert, c'est-à-dire que les autres sont d'accord, et donc on renvoie la musicienne, donc il n'y aura pas trop de chant. On va, dans le banquet de Platon, évidemment ça sert le propos de Platon, aujourd'hui on va discuter de l'amour, et on parlera, donc on choisit un thème de discussion sur lequel chacun va enchaîner à tour de rôle. C'est-à-dire de la même façon que le vin circule, la parole va circuler, et l'échange va fonctionner. À un moment donné, dans le banquet de Platon, on voit arriver Alcibiade. Il arrive d'un autre banquet, il est beaucoup plus éméché, et son tour vient de faire l'éloge de Socrate. Pour faire l'éloge de Socrate, vous vous rappelez peut-être, il dit « Socrate, c'est un problème parce que c'est un personnage qui est laid. Il ressemble à un satyre, il est moche comme tout, et pourtant c'est un grand philosophe. » Et pour les Grecs, c'est un problème parce que les Grecs ont toujours fait l'assimilation entre le fait d'être beau et bon. Bon au sens philosophique, kalos kagatos, et que la beauté morale va de pair avec la beauté physique. Et Socrate, manque de chance, ça colle pas. Alors Alcibiade, pour expliquer ça, précisément se sert des vases et des objets plastiques. Il dit, Socrate, il est comme les petites terres cuites qu'on voit chez les modeleurs, chez les fabricants de vases, c'est-à-dire il ressemble à un silène, à un satyre, il est tout à fait difforme, il a un nez épaté, il est moche, mais quand on ouvre ces boîtes, à l'intérieur, on trouve l'image des dieux. Et ce qui m'intéresse je laisse de côté tout le propos philosophique qui va derrière chez Platon, mais dans ce récit-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment Alcibiade utilise les objets concrets, les vases, leur aspect matériel, pour faire comprendre métaphoriquement une réflexion philosophique sur l'être et l'apparence, sur ce qu'est un objet vu de dehors et ce qu'il y a dedans.
Et donc derrière les objets, et pas seulement chez Platon, il y a une double dimension, à la fois bien sûr technique, mais également une dimension de type symbolique. Et c'est un peu le travail qui m'intéresse dans ces recherches-là sur les images, c'est à la fois comment le réel est travaillé par la figuration et comment la technique produit du symbolique. Or le vin, c'est véritablement un terrain très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il met en jeu aussi bien la culture visuelle que la pratique sociale de l'échange et de la collectivité, que même le dialogue philosophique dans le cas de Platon. Mais on n'est pas toujours obligé de philosopher au banquet grec, hein, rassurez-vous. Il arrive aussi qu'on délire soigneusement, qu'on raconte des grosses blagues. Et donc là encore, le champ est très très ouvert et extrêmement variable. Ce qui est intéressant, pour rester un petit peu sur la ligne que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce jeu entre le reflet de la vie sociale et le passage vers un univers mythique. Et que le maître de cette dimension-là des choses, c'est évidemment Dionysos, sur lequel, à travers les vases, on apprend beaucoup de choses. Dionysos est pour les Grecs le dieu du vin. Il n'est pas que le dieu du vin, mais c'est sous sa protection que le vin est placé. C'est lui, Dionysos, qui en fait le don aux hommes. Et le vin, la vigne, est une culture qui arrive dans l'histoire de la culture grecque à un moment très particulier. Il y a toute une série de mythes qui racontent, selon les cités, comment le vin arrive dans tel ou tel endroit, et c'est à chaque fois un problème. Pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, le vin est perçu, la vigne et le vin sont perçus comme quelque chose de dangereux qui doit être contrôlé. À Athènes, par exemple, en Attique, on raconte comment le paysan Icarios reçoit chez lui le dieu, et que donc Dionysos, qui voyage, qui vient de loin, qui est un dieu venu d'ailleurs, arrive là de manière anonyme, est reçu par ce paysan, et Dionysos, pour le remercier, lui fait don de la vigne. Mais ce cadeau a d'abord une histoire tout à fait catastrophique, puisque les paysans qui cultivent cette vigne boivent du vin, précisément sans le mélanger, deviennent saouls, et mettent à mal la fille du paysan Icarios. Enfin, ça tourne au massacre, tue Icarios lui-même, parce qu'il croit qu'Icarios a voulu les empoisonner, et la fille d'Icarios se pend de désespoir. Donc c'est une histoire qui est au début très violente, très tragique et catastrophique. Et puis, Dionysos explique ensuite comment il faut tailler la vigne, contrôler le vin, le mélanger, ce qu'on vient de voir. Et par conséquent, là encore, il y a cette nécessité de contrôler. Dans Athènes, la figure de Dionysos est importante, non seulement parce que c'est lui qui donne le vin aux hommes, mais parce que c'est aussi lui qui apprend donc ce contrôle, c'est lui qui vient d'ailleurs et qui instaure toute une série de fêtes à Athènes. On le fête en particulier dans la pratique du théâtre. Les grands concours théâtraux à Athènes ne sont pas, comme là encore chez nous, des pièces qu'on joue régulièrement tant qu'il y a du public pour aller la voir. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le théâtre, ce sont des fêtes en l'honneur de Dionysos, ça n'a lieu qu'à quelques moments précis de l'année, et il y a des concours dans lesquels sont liés tous ces aspects, en particulier les grandes Dionysies, les grandes fêtes de Dionysos. C'est le moment où on célèbre le dieu, où on réunit l'ensemble de la cité, et puis où en même temps certains banquets et festins ont lieu. Cette histoire de Dionysos, elle varie de cité à cité. Mais à chaque fois, on voit apparaître ce caractère dangereux et bienfaisant de Dionysos. Et les deux vont ensemble. À chaque fois, Dionysos, c'est l'étranger qui vient d'ailleurs. On le voit bien à Thèbes, par exemple, dans la cité de Béotie, à travers en particulier la pièce d'Euripide qui raconte l'histoire des Bacchantes et l'arrivée du dieu dans la cité. Et là aussi, il arrive de manière anonyme. C'est un étranger, un bel étranger, qui vient là et qui vient instaurer le culte de Dionysos, un nouveau dieu que les femmes vont suivre très vite, mais que le roi de Thèbes, Pynthée, refuse absolument.
Et dans son refus, Penthée, ce que Penthée refuse, c'est le désordre, c'est précisément tout ce qui, dans la cité, pourrait troubler, désorganiser, emmener les femmes hors d'elles et les rendre tout à fait dangereuses. Et donc, Penthée met Dionysos en prison. Évidemment, le dieu se délivre automatiquement, presque miraculeusement, on pourrait dire, si on utilisait un vocabulaire chrétien. Il se libère et puis il incite Penthée à aller voir ce que font les femmes, puisqu'il en a tellement peur. Il dit, c'est pas du tout ce que tu crois, elles ne sont pas ivres dans des orgies absolument folles, va voir toi-même, tu t'en rendras compte par toi-même. Et il l'incite à se déguiser en femme pour aller espionner cette troupe de femmes. Ce qui est en jeu dans la pièce d'Euripide, c'est précisément le problème de l'identité. En se déguisant en femme, Penthée perd son identité de roi, va sur la montagne observer les femmes, elles ne le reconnaissent pas, elles le prennent pour une espèce de gibier sauvage, elles le mettent en pièces, et là encore, l'histoire se termine de façon horrible et tragique, puisque c'est Agavée, la mère du roi Penthée, qui revient sur scène avec la tête de son fils, qu'elle croit être du gibier qu'elle a ramené de la chasse. Autrement dit, là encore, comme dans l'histoire d'Icarios, on est dans une espèce d'horreur tragique, tout à fait caractéristique du monde grec. Mais en même temps, on comprend à travers ces histoires que si l'on refuse cet étranger, ce Dieu, sa vengeance est terrible. Mais que si on l'accepte et si on le contrôle, alors on passe du côté des bienheureux. Et il y a dans la pièce d'Euripide tout un chant lyrique du bonheur de ceux qui suivent Dionysos, mais qui le suivent dans la modération et dans la mesure. Ce récit-là, on le retrouve dans la pratique sociale du vin. C'est cette idée qui est derrière, c'est que il faut contrôler le vin, que c'est un don de Dieu et que c'est un don bienfaisant si on en fait bon usage. Dans les images de vases auxquelles je faisais allusion, on voit souvent des scènes de vendange. Ces scènes de vendange, elles intéressent beaucoup les archéologues parce qu'on y voit des pressoirs, on y voit la technique matérielle de la culture et de la vigne. Donc c'est très intéressant comme document sur l'histoire agricole du monde grec. Mais c'est pas pour ça que les peintres les ont représentés. Dans presque toutes ces images, il y en a une série, une vingtaine, dans presque toutes, les ouvriers agricoles, ceux qui ramassent le raisin et la vigne, ce sont des satyres. C'est-à-dire qu'on trouve ce que je décrivais à l'instant, ce passage à travers l'image du monde réel au monde imaginaire. Et le monde imaginaire du vin, la technique du vin, elle est mise sous la protection de Dionysos et elle est en image occupée par ces satyres. De la même façon, il y a un récit tout à fait étonnant, toujours à propos de Dionysos, qui est le récit du retour d'Héphaïstos dans l'Olympe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire où l'on voit Héphaïstos, c'est un dieu mal fichu. Il est boiteux, il est tordu, il est pas beau, il n'est pas intéressant. Et il y a quantité de variantes dans le récit, mais le récit le plus courant dit que Héra, sa mère, le trouvant mal fichu, l'a jeté par-dessus le bord de l'Olympe, elle l'a expulsé. Mais Héphaïstos, c'est un dieu forgeron, c'est le maître du feu. Et il est tout à fait évidemment vexé et furieux d'avoir été jeté hors de l'Olympe, et il fait semblant d'offrir un cadeau à sa mère. Ce cadeau, c'est un trône. Un trône qui a une propriété tout à fait particulière. Quand Héra s'assoit sur ce trône pour la première fois, elle s'assoit et elle est bloquée, elle ne peut plus se relever. Et les textes qui évoquent cette histoire disent qu'il y a là des liens invisibles qui la bloquent et elle est coincée, elle ne peut plus bouger. Alors, comme une espèce de chaise électrique, si vous voulez, dont elle ne se relèverait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On discute, on dit, bon, il faut dire à Héphaïstos d'arranger ça, de défaire cette histoire. Et donc on envoie d'abord Arès, le dieu de la guerre, mais Arès, c'est pas un bon diplomate, vous l'imaginez bien, et il revient bredouille. Celui qui va arriver à ramener Héphaïstos, c'est Dionysos. Et comment Dionysos s'y prend? En faisant boire Héphaïstos. Il lui offre du vin, il le saoule, il l'attendrit, il l'amollit, il le ramène un peu ivre, et il y a quantité d'images où on voit les satyres qui soutiennent Héphaïstos et qui le ramènent sur l'Olympe. Et puis Héphaïstos se laisse convaincre et délivre sa mère. Conséquence, évidemment, elle réintègre Héphaïstos dans l'Olympe, elle comprend bien qu'il n'est pas question de le rejeter, donc elle le réintègre dans l'Olympe, et en même temps, elle intègre Dionysos,
parmi les Olympiens. Dionysos, comme son nom l'indique, c'est un nourrisson de Zeus, de Dios, c'est un fils de Zeus. Et vous vous rappelez peut-être, c'est un enfant qui est né d'une mortelle et d'un dieu. Il est à moitié homme, à moitié divin. Il est fils de Sémélé, princesse thébaine, la ville dans laquelle il revient ensuite dans l'histoire que j'évoquais tout à l'heure avec Pynthée. Il est moitié mortel, thébain, et moitié divin, fils de Zeus. Quand Sémélé demande à voir Zeus et meurt foudroyé de cette vision, Zeus récupère l'enfant, le garde dans sa cuisse, le mène à maturité et fait naître de la cuisse de Jupiter, comme on dit, cet enfant Dionysos. Donc on a là un dieu qui est quelque chose à mi-chemin qui articule le monde des hommes et le monde des dieux. Et dans sa sphère d'activité qui est celle du vin, on voit le vin lui-même comme un instrument qui articule l'intégration d'Héphaïstos dans la communauté des dieux, de Dionysos dans la communauté des dieux, et qui est donc, si vous voulez, sur le plan symbolique et mythique, l'équivalent de ce qu'est la pratique du vin dans le symposium des hommes, où on voit de la même manière le vin être un facteur d'intégration, de sociabilité, autour duquel s'organise l'échange et le partage. Alors, ces histoires, on pourrait comme ça en raconter des quantités, elles sont toutes, c'est pas simplement des belles histoires, ce sont des histoires qui font marcher symboliquement les valeurs qui sont en jeu dans la culture grecque. Autour de Dionysos et autour du vin, il y a ça, la convivialité, l'échange, l'intégration, mais il y a une autre dimension qui est tout à fait intéressante, qui est celle de la différence et de l'altérité. Dionysos, il est parfois qualifié d'étrange étranger, c'est toujours celui qui vient d'ailleurs. Hein. Il y a peu de cités qui font de Dionysos leur dieu principal. Athéna, c'est la déesse d'Athènes, Poséidon à Corinthe. Dionysos, il est toujours un peu marginal et en même temps tout à fait central. Dans les rituels athéniens, qui sont dans les fêtes athéniennes, qui sont celles qu'on connaît le mieux, on perçoit très bien cela. Tout à l'heure, j'évoquais le théâtre, en expliquant que Dionysos était celui en l'honneur duquel avait lieu cette pratique. Quand les fêtes commencent à Athènes, on va chercher aux frontières de la cité, entre la Béotie et l'Attique, à Éleuthère, donc avec cette idée d'Éleuthérus qui est de libérer, Dionysos qui libère. Ce Dionysos Éleuthérus, donc on va le chercher aux limites de l'Attique, du territoire, et on ramène sa statue dans la cité elle-même. Et ce parcours matériel d'une procession où on voit la statue qui va de l'extérieur vers l'intérieur, il est évidemment symbolique de cette dimension d'intégration qui amène le Dieu au centre de la cité, sans faire du Dieu le Dieu de la cité. C'est-à-dire que de la même façon que dans le vin, il y a un dosage d'eau et de vin avec cette idée du mélange et de l'équilibre, il y a symboliquement dans la position des dieux grecs dans le Panthéon ce jeu de l'extérieur et de l'intérieur, de l'étranger et du même. Et beaucoup d'histoires autour de Dionysos jouent sur cette dimension de ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire cette figure de l'autre dont l'identité a absolument besoin pour se définir. Et pas par le rejet, mais par l'intégration. Et ça, c'est une dimension qui, dans la cité, est extrêmement intéressante et dont, encore une fois, le vin est un des vecteurs symboliques à la fois les plus satisfaisants, on a envie de boire, mais en buvant avec les Grecs et en buvant avec Dionysos, c'est tout ce travail symbolique qui se fait, d'être à la fois différent, mais d'être un peu le même et de s'intégrer l'autre avec soi-même. Alors, pour revenir un petit peu aux images, il y a une image de vase qui est tout à fait intéressante et très exceptionnelle en même temps, mais elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu. C'est une coupe, donc un vase à boire, qu'il faut imaginer aux mains des buveurs dans un banquet. Cette coupe, elle est de très grande dimension et c'est un peu un chef-d'œuvre de potier et de peintre. Elle est signée par le potier qui l'a exécuté. C'est Exéchias qui signe le vase sur le pied. Le vase se trouve aujourd'hui à Munich et qu'est-ce qu'on y voit? À l'intérieur de la vasque, non pas dans un médaillon, mais vraiment dans une image qui occupe toute la surface de l'intérieur du vase, on voit un immense bateau. Ce bateau, il nous emmène, si vous voulez, vers une espèce de navigation dont quantité de métaphores
organise le jeu à l'intérieur du banquet. Il y a une métaphore dans la poésie homérique qui compare la mer à une étendue de vin et qui décrit la couleur de la mer comme la mer vineuse. Oinops pontos, la mer couleur de vin, c'est aussi un titre de Chien à chat. Et cette mer couleur de vin, elle nous entraîne vers une navigation où on tangue, on est un peu à la recherche de son équilibre. Et beaucoup d'images jouent sur cette idée que les convives dans la salle de banquet sont comme les rameurs dans une galère, que quand ils ont trop bu, c'est comme si on allait chavirer. Et il y a une histoire qui est racontée à Agrigente, où un jour les buveurs avaient tellement poussé sur le cratère qu'ils ont eu l'impression qu'ils allaient couler, sombrer, donc ils jettent tous les meubles par la fenêtre, grand scandale, on envoie la police, et les types sont ravis parce qu'ils pensent que ce sont les envoyés de Poséidon qui viennent les sauver. Alors ils remercient Poséidon, et puis le lendemain matin, quand ils ont dessoulé, bon, tout revient en ordre, ils reprennent pied, et ils font un sacrifice quand même à Poséidon pour le remercier, et l'endroit, depuis, s'appelle la Trière. Donc cette image du bateau, de la navigation, est très liée, souvent liée au banquet, à la consommation du vin. Et sur le vase d'Exéchias, on voit précisément un grand bateau. La mer n'est pas précisément indiquée, on ne voit pas bien où sont les flots, mais on voit ce bateau sur lequel est allongé, couché, un immense Dionysos, comme s'il était couché sur un lit de banquet. C'est-à-dire qu'on visualise cette métaphore du banquet et du bateau de manière très concrète. Et puis, sur cette image, on voit un mât, mais ce mât du navire, on voit qu'il est entrelacé d'une vigne immense qui se déploie dans le haut de l'image et dont les grappes occupent tout le haut, toute la partie supérieure du vase. En dessous, on voit des dauphins, mais ces dauphins sont non seulement sous le bateau, mais certains même au-dessus. C'est-à-dire que le haut et le bas ne sont pas très clairement divisés dans cette image et qu'on ne voit pas très bien où on est. Et ce n'est pas du tout une maladresse du peintre, c'est au contraire un effet voulu qui introduit dans l'œil du spectateur cette idée qu'on chavire, que les dimensions ne sont pas très bien réglées. De même que les échelles ne sont pas respectées, puisque Dionysos est immense par rapport à la taille du bateau. Cette image-là de ce bateau vigne, elle évoque un récit qui est connu par l'hymne homérique à Dionysos, donc un poème en l'honneur de Dionysos, qui raconte encore une de ces histoires d'un Dionysos voyageur étranger qui voyage de manière anonyme et qui s'embarque un jour sur un navire qui est en réalité mené par un équipage de pirates tyréniens, c'est-à-dire étrusques. Les Étrusques, pour les Grecs, ils ont cette réputation d'être des pirates. Et l'hymne raconte comment, à un moment, le pilote du navire se rend bien compte que ce voyageur-là n'est pas un voyageur tout à fait ordinaire, et donc va le prévenir en lui disant « Attention, il prépare un mauvais coup, il faut se méfier ». Et à ce moment-là, Dionysos se révèle. L'hymne raconte comment il déploie sur le navire une vigne qui, comme une plante grimpante et proliférante, va enlacer tout le bateau, mais également comme ligoter les pirates dans toutes ses vrilles. Et puis à ce moment-là, Dionysos va les métamorphoser en dauphins. Le dauphin, c'est le plus humain des poissons. C'est un poisson qui est sensible à la musique, qui, à chaque fois qu'un musicien est jeté à la mer, vient gentiment le récupérer et le ramener au bord de l'eau. Donc il y a toute cette humanité du dauphin, mais enfin, ils sont renvoyés du côté du monde animal, puisqu'ils n'ont pas su se comporter comme de vrais humains. Et on retrouve là dans cet hymne cette idée de savoir trouver sa place dans le système entre l'homme et l'animal, entre l'homme et le divin. Mais en même temps, ce que l'image montre, c'est donc ce moment de la métamorphose du mât en vigne, ce moment de la métamorphose des pirates en poissons, et ce pouvoir qu'a Dionysos, à la fois de maîtriser le végétal, la vigne, dont on a vu ce qu'elle était, et en même temps de transformer le réel en autre chose. C'est une des dimensions tout à fait évidentes de Dionysos qu'on retrouve dans les deux plans qui sont celui de son activité, c'est-à-dire du côté du vin, par l'ivresse, une ivresse contrôlée, ce passage à l'imaginaire et à un certain nombre de fantaisies, et puis de l'autre côté, par le théâtre, qui est aussi un spectacle et une illusion, mais incarnée avec d'autres procédures. Autrement dit, cette image d'Exéchias, qui est tout à fait exceptionnelle, elle est intéressante parce qu'on voit bien comment elle met en scène, comment elle visualise d'abord la métaphore du vin et de la mer vineuse, ensuite la puissance de Dionysos
qui éclate et qui se développe, je dirais, à grande échelle. Un Dionysos navigateur, dompteur, maître de la vigne, qui triomphe de tous ses ennemis et qui se révèle dans son propre triomphe alors qu'il était anonyme jusque-là. Si vous imaginez la coupe entre les mains du buveur, c'est-à-dire remettons-nous dans le contexte que je décrivais en commençant, il faut imaginer cette image dans une coupe remplie de vin, et donc cette image de navire qui flotte sous les ondulations du liquide, et donc une espèce de dynamique visuelle qui à la fois concrétise l'effet de la navigation, mais aussi cet effet de la mer couleur vineuse. Il y a en effet des caractéristiques techniques sur ce vase. D'une part, je l'ai dit en commençant, au lieu d'isoler un médaillon, c'est-à-dire une portion du disque, on voit l'image occuper toute la surface de la vasque. C'est-à-dire que non seulement Dionysos est hors échelle, mais l'image elle-même occupe tout l'espace. L'autre caractéristique, c'est le rouge du fond de cette image. C'est un vernis rouge qui est obtenu par un type de cuisson très particulier, de suroxydation, que les archéologues appellent un rouge corail, et c'est vraiment sa couleur. Ce rouge corail est donc obtenu par une virtuosité technique qui a une valeur symbolique. Elle renforce l'effet rouge-violet de la mer vineuse quand la coupe est remplie de vin. Et donc de nouveau, si vous voulez, je crois à travers cet exemple, on saisit encore comment les aspects techniques, graphiques, concrets, ont des valeurs symboliques qui se répercutent aussi dans ce qu'est Dionysos dans l'imaginaire grec, c'est-à-dire à la fois le dieu de l'illusion, du spectacle, mais aussi de l'ivresse et de l'altérité au sens le plus large. Le symposion, ça n'est pas simplement Dionysos et des images et du vin. Il y a plus encore que cela. Il y a un certain nombre de jeux. Il y a un côté ludique dans le symposion et qui consiste, d'une autre manière qu'à travers le vin, à explorer ce jeu d'équilibre et de stabilité. Il y a un jeu, par exemple, qui s'appelle le kotab. Le kotab, ça consiste à lancer quelques gouttes de vin sur une cible qui est tantôt posée en équilibre au bout d'un pied de bronze, par exemple, et donc qui tombe, ou bien des petites cupules de métal qui flottent sur un liquide et qu'avec les gouttes on fait couler. Donc on retrouve la navigation, l'idée de sombrer comme ça. Et quand on lance ces gouttes, on les dédie à quelqu'un, à un partenaire amoureux. On ne connaît pas bien le détail des règles du jeu, c'est dommage, et elles varient là aussi, mais l'idée en gros c'est que si on réussit son coup, on gagne un gage ou une promesse de réussite amoureuse. Et le point qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est le lien entre le vin, qui devient un instrument, une espèce d'arme qui va servir à dégommer la cible, le lien entre le vin, donc Dionysos, et puis le vœu amoureux et Aphrodite. Il y a un proverbe grec qui dit cela de manière très simple, Aphrodite et Dionysos vont ensemble. Le vin et l'amour, vaste programme, mais ça fonctionne aussi de cette manière-là sous forme de jeu. Il y a un autre jeu qui met en scène les objets même du vin, c'est ce qu'on appelle l'askoliasmos. L'askoliasmos, donc c'est le jeu de l'askos. L'askos, qu'est-ce que c'est? C'est une outre, donc qu'on a gonflée, remplie, et qu'on a un peu savonnée, huilée, si vous voulez. Et l'exercice consiste à se tenir debout sur cette outre. Autant dire que c'est un véritable casse-tête, et que peu tiennent le coup, surtout quand on a bu. Donc là encore, l'effet déséquilibrant du vin est relayé par l'objet glissant. À travers ces jeux-là, donc on explore les possibilités d'équilibre, de contrôle, de maintien. Et on voit donc s'ajouter à cette dimension visuelle et de conversation une dimension proprement ludique. Derrière cela, et disons dans le sillage d'Aphrodite, il y a toute une autre dimension qui est celle de la poésie amoureuse. Il y a au banquet tout un ensemble de textes, de chansons qui sont pratiquées dans le symposion, avec l'accompagnement soit de ce qu'on appelle l'olos, qui est une espèce d'instrument à vent, d'un genre hautbois, un peu, on traduit par flûte, c'est pas vraiment une flûte. Donc il y a des joueuses d'olos qui accompagnent le chant des buveurs, ou bien à la lyre, avec des instruments à cordes donc. Mais à chaque fois, ces instruments de musique accompagnent la récitation poétique. Et là encore, on voit s'ouvrir
une dimension extrêmement importante de la culture grecque, puisque toute la poésie archaïque que nous, modernes, appelons lyrique, c'est-à-dire accompagnée à la lyre, toute cette poésie-là, elle est faite en partie pour être récitée au banquet. Et on voit là entrer en scène à la fois la mémoire collective des citoyens athéniens ou des citoyens grecs, selon les cités bien sûr, qui vont être capables de reprendre un poème commencé par un des convives. C'est-à-dire il y en a un qui lance un thème et l'autre va enchaîner sur ce thème-là. Un peu comme si je me mettais à chanter du Brassens et puis évidemment on pourrait enchaîner comme ça ou répliquer par une autre chanson ou renvoyer à un autre thème. Et on voit aussi apparaître du coup cette espèce de jeu à la fois très codé à l'intérieur de la mémoire collective et de la culture collective littéraire grecque, et puis en même temps ce champ infini qui permet de combiner. Et surtout, si on repense à nos images de vase, on voit apparaître le fait qu'à partir d'une image, je peux évoquer un personnage. Par exemple, je vois Dionysos, je peux chanter un thème à propos de Dionysos ou tel personnage. Et donc on a à la fois les images, la conversation, le chant et la poésie, les jeux d'équilibre, et il y a des effets des uns aux autres. Par exemple, sur un vase qui est aujourd'hui au Louvre, on voit un personnage allongé comme dans un lit de banquet, donc il est couché, appuyé sur un coussin, il tient sa lyre à la main, il est en train de chanter. Et quand on regarde de près l'image, on voit que près de sa bouche se développe toute une ligne de lettres qu'on peut tout à fait lire pour une fois, qui se lit Mameo Kaipoteo, je souffre et je désire, donc qui renvoie à un thème de la poésie de Sappho, donc poésie amoureuse. Et on voit ici ce personnage, on voit comme si l'image parlait, si vous voulez, elle chante, elle est sonorisée par l'inscription. Le détail remarquable, c'est que cette inscription n'est pas, comme dans nos bandes dessinées modernes, isolée dans une bulle. Au contraire, l'inscription, elle part de sa bouche, elle a une espèce de dynamique et elle fait comme une auréole, comme s'il était visuellement entouré du chant de sa propre poésie. Alors, poésie lyrique qui est très souvent une poésie amoureuse, avec le double registre de la sexualité grecque, qui est à la fois hétérosexuelle et homosexuelle, avec le jeu des adultes et des adolescents, donc, dont on voit aussi quantité d'images sur les vases de banquet. Donc il y a cette dimension-là, et on voit donc interférer dans l'image le sonore et le musical. Et puis, on pourrait multiplier les exemples et montrer comment certains jeux d'équilibre font intervenir le vin comme instrument du jeu. Comment on passe à chaque fois d'un registre à un autre, de la poésie à la musique, à l'image, au jeu. C'est un peu tous ces éléments-là qui définissent ce qu'on pourrait appeler la culture du banquet grec, c'est-à-dire non pas des catégories spécifiques et isolées, mais au contraire une espèce d'harmonie et de mélange à la fois de toutes ces dimensions qui sont à la disposition du buveur, ou plus exactement des buveurs, qui agissent collectivement. Et on voit apparaître là ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure, mais qui est tout à fait important, c'est cette idée que le banquet grec, c'est un fait social total, comme dirait Marcel Mauss, c'est-à-dire un fait à l'intérieur duquel toutes les dimensions de la culture se retrouvent et se retravaillent et se réorganisent. C'est à la fois une activité religieuse, on l'a vu, à la fois parce qu'elle est sous l'égide de Dionysos, qu'elle implique la présence d'Aphrodite, mais aussi parce que, comme je l'ai dit, on commence par des libations aux dieux, que le vin, c'est aussi une offrande faite aux dieux, et qu'en même temps, les dieux sont là un peu comme les protecteurs et les complices de cette activité du symposion. Donc, activité religieuse au sens très strict, c'est un rituel. Activité sociale parce que les hommes qui se retrouvent là sont l'émanation de ce qu'est la cité grecque archaïque, c'est un club d'hommes, on l'a vu, les femmes sont musiciennes, servantes, partenaires amoureux quand ce sont des hétaïres ou des compagnes qu'on fait venir en les payant ou pas selon les occasions, mais en tout cas des accessoires, des instruments. Donc un club d'hommes et un fait social dans lequel ces hommes se définissent comme des égaux, des citoyens, qui tantôt discutent politique et des affaires de la cité, tantôt de toute autre chose. Et on est là à l'articulation entre le public et le privé, une activité d'ordre privé dans lequel se traite souvent la dimension politique,
il n'y a pas de parti au sens institutionnel comme nous le pratiquons, mais c'est précisément dans ces assemblées-là, dans ces groupes-là, que les partis, les factions fonctionnent, si vous voulez. Donc une activité religieuse, une activité sociale, et puis une activité proprement esthétique, en ce sens que tout concourt, au moins pour une grande partie, dans cette pratique du symposion, vers la stylisation de l'activité, en tout cas dans les images et dans la poésie. Et là encore, comme je le disais, ces images et la poésie ne répliquent pas le réel, elles le construisent en le transformant, soit vers le comique et le burlesque, quand ce sont des satyres tout à fait grossiers qui boivent comme des trous, mais aussi bien vers quelque chose de plus élégant et de plus raffiné qui fonctionne comme un modèle par rapport auquel le comportement des citoyens vient se régler. Et ce que j'appelle cette esthétisation, c'est un phénomène extrêmement intéressant dans la culture grecque, où l'on voit circuler à la fois les images et ce que nous appelons des œuvres d'art dans nos musées, mais dont j'insiste pour rappeler que ce sont des objets fonctionnels, que ces vases ont d'abord la fonction de servir à boire, et que les images qui les décorent ne sont pas un simple ornement de plus, elles sont le plan visuel dans lequel se déploie tout cet imaginaire et tout ce jeu entre ce qu'est la vie grecque telle qu'elle se organise sous l'égide de Dionysos dans la cité d'Athènes. Alors, si on prend un peu de recul, du point de vue un peu des modernes, donc avec cette traversée comme ça du monde grec, dont on voit à quel point il est différent du nôtre, hein, j'espère qu'on ne boira plus du vin de la même façon, en tout cas en pensant aux Grecs, on ne peut pas dire les Grecs sont comme nous, sont nos ancêtres. En revanche, ce qui est intéressant en comparant et en faisant ce jeu de va-et-vient entre le monde ancien et notre monde, c'est qu'on retrouve, mais réarticulé autrement, les mêmes éléments qui jouent dans des constructions différentes. Par exemple, cette idée d'un Dionysos, le dieu étranger, qui est à la fois le dieu du masque, le dieu du théâtre, de l'illusion, rien ne correspond comme ça, tel quel, à cela dans notre culture, mais en même temps, quand on y regarde de près, ce Dionysos-là, il nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, sur ce que c'est que l'étranger dans la cité, sur ce que c'est que l'illusion et le théâtre que nous pratiquons de manière très différente, mais l'illusion, ça sert à penser le réel. Et j'ai toujours tendance à me figurer que les images de vases, si elles ont été si nombreuses et se sont tellement répétées sur ces vases, c'est qu'elles ont bien évidemment satisfait quelque part ce besoin que les Grecs avaient de jouer de manière réflexive, à la fois sur leur propre culture et sur ce monde des dieux qui sont invisibles et que les images rendent visibles et présents dans le symposion. En somme, on est parti comme ça de cette pratique du banquet grec. Vous le voyez, le banquet, c'est tout autre chose ici. Quand on se focalise sur cet aspect du symposion, toute cette musique qui est pour nous perdue, nous ne savons plus rien de la musique grecque, malheureusement, on en voit des instruments, mais on ne les entend plus sonner. Toute cette musique-là, elle redit un peu cette présence des dieux dans la culture grecque, une présence qui n'est pas du tout dogmatique, hein. Et ce qui est aussi intéressant dans cette pratique sociale du symposion, c'est ce jeu possible avec le panthéon et avec les dieux, c'est-à-dire qu'on peut faire venir Aphrodite, faire venir Dionysos, une espèce de jeu à géométrie variable qui mélange et qui combine de manière extrêmement diverse à l'intérieur d'un jeu relativement réduit, le vin, la poésie, la musique, les images, les jeux d'équilibre, les jeux d'amour.